Comme chaque année, après avoir eu toutes ces interventions, on demande à un de nos amis, qui est André Chiang, qui est à la fois français et qui vit en Chine, de nous dire comment, vu de Chine, vu de cette grande puissance lointaine, comment tous nos débats peuvent être interprétés, compris, et nous dire un peu les conclusions qu'il tire avec ce regard distant, mais attentif. Merci beaucoup, André, de votre fidélité depuis maintenant 20 ans. C'est toujours le mot de la fin, ce mot qui vient de loin. Bien. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, vos questions font peur parce qu'elles mettent le doigt sur un problème grave alors qu'il n'est encore que naissant. C'est ainsi que l'an dernier, dans ces mêmes lieux, vous posiez la question suivante: peut-on compter sur les États-Unis? C'était alors, je me rappelle, une question un petit peu abstraite. C'est devenu aujourd'hui une interrogation brûlante. C'est pourquoi, quand j'ai vu le titre du forum de cette année, « Quel avenir pour nos démocraties ?», je me suis demandé si la question réelle qu'on se posera l'année prochaine ne serait pas: nos démocraties ont-elles encore un avenir? Cette question, qui était impensable il y a encore quelques années, sera peut-être très concrète demain, comme on l'a vu aujourd'hui. Après les intervenants prestigieux qui sont succédés à cette tribune, je me garderai de donner une opinion. Je me contenterai simplement de répondre à votre question, c'est-à-dire donner un point de vue, non pas de la Chine, que je ne représente en aucune manière, mais depuis la Chine où je vis et d'où je dispose d'un angle d'observation particulier qui, parfois, permet d'ébranler certaines convictions. Il en est ainsi de l'économie. Jusqu'il y a peu de temps, il paraissait aller de soi que le communisme était incapable de bien gérer une économie car il ignore le marché, et la théorie économique nous l'explique. Le marché, grâce à sa main invisible, grâce à la concurrence qu'il impose, grâce à l'allocation optimale de ressources permise par la liberté des prix, etc., est bien supérieur à la planification bureaucratique. Et la preuve la plus éclatante n'en est-elle pas, en 1989, l'effondrement du système soviétique? Mais la Chine trouble cette certitude, parce qu'elle persiste à vouloir mélanger des mécanismes qui paraissent incompatibles. Est-elle une réussite économique? Les experts ne s'accordent pas à ce sujet, mais je rappellerai simplement deux faits. Monsieur le Premier ministre, quand vous êtes allé en Chine pour la première fois en qualité de chef de gouvernement, c'était en 2003. Et à cette époque, le PIB de la Chine n'atteignait pas la moitié du PIB japonais et il n'y avait pas un seul kilomètre de TGV dans le pays. En 2023, 20 ans après, le PIB de la Chine est 4 fois celui du Japon et le pays aligne plus de kilomètres de TGV que le reste du monde réuni. Mais revenons à notre sujet. Comment qualifier la Chine? Elle se dit elle-même démocratique, mais les pays occidentaux jugent qu'elle ne répond pas aux critères de la démocratie et la traitent d'autocratie. J'ai déjà donné mon opinion sur ce sujet dans cette même enceinte. La Chine est surtout un pays darwinien. Elle ne croit pas qu'il existe un système politique idéal qui représente la perfection pour tous les pays et pour toutes les époques, mais elle pense qu'à chaque époque de son histoire, il lui faut trouver le système le mieux adapté à ses conditions économiques, sociales, historiques, culturelles, géographiques et temporelles. Le 4 mai 1919, la révolte des étudiants de Pékin appelait de ses vœux l'avènement de Monsieur Démocratie. Première fois qu'on parlait en Chine de Monsieur Démocratie. L'empereur de Chine avait abdiqué quelques années auparavant, mais la nouvelle République chinoise n'avait pas tenu ses promesses. Certes, le XXe siècle, surtout dans sa seconde moitié, a montré qu'en Occident, les pays démocratiques réussissaient mieux que les autres. Vous l'avez vous-même rappelé. Mais pour les pays du tiers-monde qui partent de plus loin, ce n'est pas la question la plus pertinente. La vraie question est:
est-ce que pour eux, l'adoption de la démocratie occidentale apporterait des améliorations significatives? Les exemples de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Libye et même de la Tunisie du printemps arabe n'apportent pas de réponse vraiment positive. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que la démocratie occidentale apporte aux relations internationales, en particulier pour le Sud global, qu'on a cité à plusieurs reprises et qui prend la relève de cette notion du tiers-monde? Une récente coïncidence l'illustrera mieux, je pense, qu'un long discours. Le 10 juillet dernier, le président Trump envoyait une lettre au président brésilien lui annonçant des droits de douane, ces fameux tarifs, de 50%, non pas parce que le commerce USA-Brésil était trop favorable au Brésil, au contraire, vous le savez, le Brésil est l'un des rares pays au monde pour lequel la balance est déficitaire vis-à-vis des États-Unis. Mais c'est parce qu'il accusait Lula de maltraiter son ami Jair Bolsonaro. Or, quelques jours auparavant, le 7 juillet, les gouvernements brésiliens et chinois signaient un mémorandum prévoyant de lancer une étude de faisabilité pour construire une ligne de chemin de fer qui relierait l'État de Bahia sur la côte atlantique du Brésil au port péruvien de Chancay, construit par les Chinois et inauguré en octobre 2024. Cette ligne, d'après les premiers plans, ferait plus de 4000 km de long et changerait toute l'économie américaine. Alors je vous pose la question, entre une démocratie occidentale qui s'immisce dans votre politique intérieure et une autocratie asiatique qui œuvre à l'édification de votre continent, que choisiriez-vous si vous étiez brésilien? Qu'est-ce que la démocratie occidentale apporte enfin aux pays occidentaux eux-mêmes? J'ai discuté de ce sujet il y a plusieurs années avec des amis chinois et j'en ai retenu la conclusion suivante. À l'époque, ils reconnaissaient que la démocratie occidentale présentait 3 avantages significatifs. Le premier était la liberté totale d'expression. Le deuxième était la possibilité de faire appel au peuple par référendum s'il fallait trancher sur une question importante. Et le troisième était l'existence de contre-pouvoirs institutionnels qui limitaient l'arbitraire. Je me suis demandé ce qu'ils penseraient aujourd'hui si je refaisais cette conversation intime avec eux. Pour de nombreux Chinois, l'exemple du Brexit montre que le recours au référendum n'empêche pas un pays de prendre de mauvaises décisions. La virtuosité avec laquelle Donald Trump applique ses ordonnances exécutives, en contournant le Congrès et en neutralisant les juges, fait douter de l'existence de contre-pouvoirs dans la démocratie américaine. Et enfin, concernant la liberté d'expression, on a vu ce matin largement combien elle est battue en brèche aujourd'hui par l'excès d'informations et la multiplication des fake news. Alors, que pensent les Chinois de la démocratie occidentale? Peut-être que je pourrais le résumer par une citation de Li Shangyin, qui est un des poètes tardifs chinois de la dynastie Tang. Je vous le lis d'abord en chinois. Xi yang wu xiang hao, zhi shi jian huang hun. Que je traduirai ainsi: le soleil couchant est d'une beauté sans limite, si ce n'est qu'il plonge dans les brumes de la nuit. Faut-il alors désespérer? Mais c'est peut-être le moment alors de se rappeler ce qu'Edmond Rostand fait dire à Chanteclair: c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Merci. Merci André, avec toujours cette finesse d'analyse que vous développez. Nous avons bien enregistré tout ça. Mais au fond, ce séminaire, c'est un séminaire de lucidité. Et ce qui compte, c'est que nous soyons lucides. Ce qui ne veut pas dire, naturellement, désespérer. Et naturellement, l'espoir, il se fait au petit matin. L'espoir, il se fait en effet après le soleil couchant, au soleil levant. Et c'est au fond ce qui peut aujourd'hui nous motiver les uns ou les autres, c'est la recherche des conditions du soleil levant. C'est ce que nous recherchons avec la Fondation Prospective et Innovation.
Ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, ce n'est pas de vous donner des clés du prêt-à-penser, c'est de vous faire écouter un certain nombre d'intervenants avec des sensibilités différentes, avec quelquefois des messages contradictoires, mais de manière à ce que chacun puisse avoir sa propre démarche d'éclaircissement et de lucidité, que chacun aille chercher au fond de lui-même les éléments de cette lucidité qui doit être personnelle. Je me méfie des lucidités collectives qui sont souvent des propagandes, alors que la lucidité personnelle est faite d'informations, d'échanges, d'observations. Et c'est ça le travail que nous voulons faire à la Fondation, c'est d'essayer de pouvoir générer par des interventions de haut niveau, comme nous en avons eu aujourd'hui, des réflexions personnelles et que chacun trace sa propre route. Au fond, ce qui est peut-être le plus important de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est cette idée de dignité. Car je pense que c'est quelque chose de très important et que ce n'est pas encore demain matin qu'on trouvera de la dignité chez le robot. Et que la dignité, elle est très importante parce que c'est là où est l'égalité. Nous ne sommes pas égaux en culture, nous ne sommes pas égaux en capacité sportive, nous ne sommes pas égaux en capacité intellectuelle, nous ne sommes pas égaux en porte-monnaie, nous ne sommes pas égaux. Nous sommes égaux en dignité. C'est la dignité qui fait l'égalité. Et c'est là où est le trésor. Et cette dignité, elle nous permet de grandir quand on la mobilise, quand on veut avoir des perspectives, quand on a des leaders, quand on a un certain nombre de valeurs, quand on a ce que tout à l'heure on appelait les horizons d'attente, quand on a des perspectives. Et c'est ça que nous cherchons. Car au fond, moi je fais partie de ceux qui sont fondamentalement humanistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que c'est à partir de la dignité qu'on peut, quand on a ces horizons d'attente, trouver l'énergie à la hauteur des perspectives. Et ça, je crois que c'est ce qui doit quand même rester au cœur de nous tous, quelles que soient les opinions politiques, c'est cette idée humaine qu'il y a une force considérable en nous, que cette force considérable, elle a besoin d'une énergie pour se libérer, mais elle a un préalable, c'est la lucidité pour bien observer toutes les circonstances dans lesquelles nous vivons. Et c'est, je crois, le grand atout que nous pouvons développer à la Fondation, c'est de jardiner régulièrement tout ce qui peut être cette lucidité collective et personnelle. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi nous sommes heureux d'avoir passé cette journée avec vous, pourquoi on est heureux d'avoir jardiné ces réflexions tous ensemble. Je voudrais naturellement remercier toutes les équipes de la Fondation avec Emmanuel Pérez, Elisa Lahaye, l'ensemble des stagiaires, tout l'ensemble de ceux qui se sont mobilisés pour l'organisation de cet événement qui est toujours très bien. Je remercie évidemment l'Express et le département de la Vienne et les différents élus qui nous aident. Je remercie Sciences Po Paris dans son établissement de Poitiers. Je remercie la faculté de l'Université de droit et d'économie de l'Université de Poitiers. Nous allons faire en sorte que tous les ans, on puisse associer davantage d'étudiants. Nous irons discuter pour avoir un débat avec les étudiants qui veulent prendre la parole. Nous leur donnerons évidemment la parole. Nous évitons de donner la parole dans la salle aujourd'hui, dans ce type d'événement, pour permettre à l'ensemble de nos orateurs de pouvoir s'exprimer. Nous avons beaucoup d'orateurs et c'est, je crois, important d'avoir cette capacité un peu académique de réflexion pour nous tous, ce qui n'empêche pas qu'avec la Fondation, nous avons l'occasion de débattre de tous ces sujets et que nous sommes prêts à organiser avec qui que ce soit, notamment les étudiants, des débats sur ces sujets. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous dire en termes d'au revoir, simplement que de vous dire à bientôt pour de nouvelles réflexions partagées. Merci à tous. Merci André. Bon, c'est très bien. Bravo.